Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aborder le runtime Bun, donc un nouveau runtime qui vient de sortir. Donc c'est un runtime pour JavaScript et TypeScript, donc il supporte TypeScript nativement. Donc ça c'est une bonne chose. Et donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va commencer par l'installation et puis découvrir le système de fichiers, donc comment lire un fichier, écrire un fichier. On découvrira le système de test qui est embarqué par défaut, donc ça c'est une bonne chose aussi. Donc on verra comment ça s'utilise et on finira par la création d'un petit serveur web, donc avec une base de données SQLite, donc base de données aussi qui est embarquée par défaut. Donc pour l'installer, donc c'est supporté sur macOS, Linux et le WSL. Donc pour l'instant, ce n'est pas supporté nativement sur Windows, donc il faut avoir le WSL d'installer sur votre machine Windows. Donc l'installation se fait via une commande curl, et donc vous allez simplement télécharger un script bash et ça va être exécuté. Avant d'enregistrer la vidéo, j'ai regardé un petit peu le script. Des fois, c'est un peu risqué de télécharger comme ça des scripts sur Internet, mais grosso modo, ce que fait ce script, c'est qu'il va vérifier le système d'exploitation et notamment Windows. Il va vérifier si vous n'avez pas installé le WSL sur Windows et si vous ne l'avez pas installé, forcément, il va arrêter le process d'installation et il va vous demander d'installer ou de télécharger le WSL. Ensuite, si tout est bon, donc il va procéder à l'installation et il va télécharger les sources de Bun depuis GitHub. Donc, ça sera une archive zip. Donc, ce qui demandera une dépendance qui s'appelle nzip. Si vous ne l'avez pas au niveau de votre système, typiquement, normalement, vous allez la trouver par défaut au niveau de Linux, si je dis pas de bêtises, mais sur le WSL, de mémoire, quand vous l'installez pour la première fois, la librairie nzip n'est pas inclue, donc vous faight un apt get install de nzip et tout va bien. De toute façon, s'il y a une erreur, il va vous afficher les erreurs qu'il y a, mais grosso modo, une fois que l'installation est faite, donc il va rajouter la commande bun au niveau des variables d'environnement et comme ça, vous aurez accès à la commande bun globalement au niveau de votre système. Vous pouvez l'utiliser via un terminal. Donc ceci étant dit, donc on va copier cette ligne. Et moi, je suis sur le WSL ici, et je vais simplement la coller et procéder à l'installation. Et je vous retrouve juste après la fin de l'installation. Voilà, donc l'installation s'est bien effectuée. Donc si je tape un petit coup de bun-l, parce que j'ai accès à la commande, donc parfait, ça fonctionne. Donc pour créer un projet avec bun, on a simplement un init. Donc typiquement comme Node, donc on fait un init dans Node. Ici, au niveau de bun, on fait un bun init. Donc je vais me rendre dans un dossier particulier que j'ai appelé code. Je vais faire ici un bun init. Voilà, donc ici je vais l'appeler simplement bun. Le point d'entrée, ça va être un index.ts et tout est bon. Donc là, il me configure un fichier de TypeScript. Donc ça, c'est pour la configuration de TypeScript, un gitignore. Et on va essayer d'ouvrir ça avec l'éditeur de code. Je vais utiliser Visual Studio Code. Et donc, on se retrouve ici. Donc, on a le point d'entrée qui est index.ts. Pour l'exécuter, rien de très compliqué. Donc, je vais ouvrir un terminal au niveau de l'éditeur de code. Voilà. Et je vais faire un petit coup de bun index.ts. Voilà, on voit automatiquement ça s'exécute. Et première impression, c'est que c'est assez rapide. Alors, on a un fichier package.json aussi qui est intégré ici. Donc, on peut mettre en place des scripts si on veut. On le fera tout à l'heure quand on fera un petit serveur web. Mais pour l'instant, on va essayer de commencer par explorer le système de fichiers. Donc, pour cela, je vais me faire un petit dossier ici que je vais appeler data. Et à l'intérieur, bon, pour commencer, on fera un fichier qui s'appelle simplement text.txt. Un fichier texte classique. Et l'idée, ça va être d'essayer de le lire avec bun. Contrairement à Node, donc on n'a pas besoin d'importer, on a directement un objet global qui s'appelle bun. Et à ce niveau-là, on peut utiliser file. Et file, ça nous permet simplement de récupérer un objet de type fichier. Donc là, l'objet s'appelle bunfile. Et on verra qu'il y a des méthodes à l'intérieur. Donc là, typiquement, on va mettre un chemin relatif par rapport au PWD ou au Current Working Directory. Donc là, je vais dire d'aller dans Data et je vais récupérer le fichier text.txt. Donc là, je fais un chemin relatif. Je récupère le fichier, je vais le stocker dans une variable file et je vais le débloquer avec un console log. Donc si j'exécute bun index.ts, on voit que c'est un type fichier. Et ce qui est bien à l'intérieur, c'est qu'on a des méthodes et des propriétés. Par exemple, notamment, on peut récupérer la taille. Voilà. Donc là, normalement, c'est 0 parce que j'ai rien écrit à l'intérieur. Mais si j'écrivais, par exemple, hello, là, typiquement, ça sera 5 octets. Hein. Voilà. Si je mettais, par exemple, je peux récupérer le type. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, je vois ici, c'est du texte /plain et j'ai même l'encodage. Donc, ça, c'est pas mal. Et on a comme ça plusieurs méthodes et propriétés. Donc, ça, c'est pas mal. Vous pouvez même récupérer, par exemple, le nom du fichier
en incluant par exemple le sous-dossier, donc typiquement ce qu'on a fait ici. Et donc ça c'est assez simple. Si on veut récupérer le contenu, donc là ça va être plutôt une promesse, donc vous allez faire un await. Remarquez aussi ça supporte le top level await nativement. Et dans le fichier texte, on fait simplement un texte comme ça. C'est une méthode, donc on va l'appeler et directement je récupère le contenu. Maintenant, si j'ai envie d'écrire au niveau de ce fichier, simplement je peux utiliser bun.write. Pareil, je lui passe le chemin ainsi que les données à écrire. Voilà, je vais écrire ça. Si j'exécute, qu'est-ce qui se passe? Je regarde le fichier et je vois qu'ici j'ai salut. Parfait. Donc, typiquement, pour un fichier JSON, hein, ce qui nous intéresserait, par exemple, disons, on fait un users.json. Donc là, typiquement, je vais l'initialiser avec un tableau. Et pour le lire, c'est la même chose, hein, en vrai. Donc là, je vais faire ici users.json. Et ensuite, si j'ai envie d'avoir le contenu, un console log de await file, et au lieu d'utiliser texte, je vais utiliser JSON. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'exécute et j'ai mon tableau parfaitement. Et si je fais par exemple un type-of ici, vous allez avoir que c'est un objet et non pas une chaîne de caractères. Donc il le parse automatiquement. Donc pour insérer du contenu, par exemple, on pourrait s'imaginer ici un objet. Je vais mettre par exemple name John. Et si j'ai envie de l'insérer, donc je récupère ma liste d'utilisateurs, comme ça. Voilà. Et ensuite, je fais simplement un users.push et je vais pusher à l'intérieur mon objet, tout simplement. Et ensuite, si j'ai envie de réécrire, je fais un bun.write, je passe le chemin, comme ça. Et ensuite, pour les données, ben, on va les envoyer en texte. Donc là, on fait simplement un json.stringify. Donc là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et on envoie users. Voilà, donc si on exécute, qu'est-ce qui se passe? C'est très très vite, très rapide. Et on voit que maintenant, on a notre tableau qui se remplit d'objets. Donc ça, c'est parfait. Deuxième chose que je voulais vous montrer aussi, c'était la partie test de Bun. Donc, je vais effacer tout ça et on va s'imaginer, on a une fonction toute simple, add, qui prend en entrée donc un nombre. On va prendre le nombre 1. Allez, voilà. Et dans le meilleur des mondes, elle retourne simplement un 1 plus un 2. Voilà. Et on va essayer aussi de simuler une erreur. Quand on lève une erreur. Imaginons que si n1 est inférieur donc à 0, donc un nombre négatif, disons que notre programme ne gère pas ça, et donc dans ce cas de figure-là, on va lever une nouvelle erreur. On va dire simplement comme texte erreur ici. Voilà. Maintenant, si j'ai envie de tester ça, pas besoin d'installer une librairie, je vais commencer juste par exporter, et je vais créer un fichier, et le fichier doit être nommé avec soit un point spec, soit un point test, donc, comme d'habitude. Hein. Et là, par exemple, je fais un add.test.ts. Et ici, je peux récupérer des scripts. Ça ressemble vraiment à du jest. Là, des scripts, ça représente une suite. Hein. Donc là, par exemple, pour add. Et ensuite, je fais simplement soit test, soit it. Donc vous avez toutes les fonctionnalités des tests en JavaScript qui sont déjà implémentés. Et donc là, par exemple, je peux lui dire it should true. Et donc aussi, je peux faire un expect, hein, donc je peux importer expect. Dans le cas des exceptions de mémoire au niveau de Jest, il fallait faire un callback de cette façon. Et ensuite, on appelle notre fonction qui s'appelle add. Donc pour lever l'exception, il fallait lui passer un nombre négatif, donc en premier argument. Ensuite, ici, je passe n'importe quoi. Et là, je peux lui dire simplement, je m'attends à ce qu'elle soit. Maintenant, pour exécuter, on fait simplement bun test. Donc c'est une commande aussi qui est à l'intérieur de bun. Pas besoin de la définir via un script, etc. Mais vous pouvez bien évidemment le faire. Et on voit que ça fonctionne. Donc c'est vraiment comme Jest. Hein. On peut passer ici une expression régulière. Moi j'avais écrit comme ça, je crois, error, tout en majuscule, si je dis pas de bêtises. Non, j'avais écrit comme ça. Donc vous voyez que c'est sensible à la casse. Et voilà. Donc ça fonctionne. On va se rajouter un deuxième test pour tester la valeur de retour normale. Hein, on va dire it should add simplement. Là, je lui passe 1 ainsi que 5. Et je peux lui dire, là, je m'attends to be 6.
Et grosso modo, vous avez toute l'implémentation de Jest ici. Donc, vous pouvez faire un to be defined, etc., etc. Vous pouvez faire des négations avec un point de note. On peut lui dire point de note to be an array. Hein. Voilà, comme ça. De cette manière. Et normalement, les tests devraient fonctionner. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ouais, là, parce qu'il faut appeler la fonction. Oui, et donc là, le test est chaud, pardon, parce qu'il faut le faire de cette façon, hein, parce qu'on ne teste pas les exceptions. Donc, on va enlever le callback. Et voilà, ça fonctionne. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la rapidité, vraiment, on la ressent déjà lorsqu'on code. Ça, si je devais le lancer, par exemple, avec Node, ça prendrait un certain temps. Alors que là, c'est instantané, c'est assez intéressant, c'est fabuleux, je trouve. Voilà donc pour cette partie-là de test. Donc il n'y a pas grand-chose à montrer. Donc si vous connaissez les tests unitaires, si vous êtes à l'aise avec Jest, il n'y a pas grand-chose à vous montrer. Vous avez ici les hooks, hein, donc, comme after all, after each, before all, before each. Donc vous ne serez pas dépaysé. Et donc pour la troisième chose que je voulais vous montrer, c'était la mise en place d'un serveur web avec une base de données SQLite. Donc, ce que je vais faire ici, on va revenir au niveau du fichier index. Pour créer un serveur web, très simple, vous faites un bun, toujours au niveau de l'objet global bun, et vous avez la fonction serve. Une méthode qui prend un objet de configuration. Et le plus important, c'est qu'elle va prendre donc une fonction qui s'appelle fetch. Et dans ce fetch-là, vous avez la requête que vous pouvez récupérer. Et à ce niveau-là, vous pouvez définir en fait la logique et vos routes, etc. Vous pouvez alors là, on a une erreur parce que fetch doit généralement renvoyer quelque chose. Donc, vous pouvez faire un return, c'est obligatoire, d'une nouvelle réponse, comme ça, et vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, hello bun. Voilà. Maintenant, si on l'exécute, hein, vu que là, on crée un serveur web, automatiquement, ça va tourner en tâche de fond. Et si on ne spécifie pas de port, vous voyez que automatiquement, le port par défaut qui est utilisé, c'est le port 3000. Donc, je vais ouvrir ça au niveau du navigateur. Et voilà, j'ai mon petit hello bun. Donc ça, c'est assez intéressant. Si vous voulez changer le port, vous pouvez le faire. Vous avez ici une clé port. Vous mettez 80-80 ou autre. Hein, et on relance. Et là, automatiquement, vous voyez que le port maintenant est mappé au 80-80. Donc ça, c'est bien aussi. Aussi, chose très intéressante avec Bun, c'est qu'il embarque une sorte de nodemon dans l'univers de Node, et donc ça permet en fait de surveiller le code côté serveur et ça permet de le réactualiser. Donc grosso modo un watcher. Donc si vous voulez le mettre en place, vous pouvez le faire facilement au niveau du package.json. Donc on se fait une petite clé script ici. Et par exemple, on se fait une clé de dev. Et là, pour la partie dev, je vais lui dire de lancer Bun avec le flag --watch et le fichier, ce sera index.ts. Voilà, et tout ça entre double guillemets, bien évidemment. Et automatiquement, maintenant, si je fais au niveau de mon terminal bun dev, voilà, donc ça va exécuter cette commande. Et voilà, donc je vais rouvrir ça. Si je fais une petite modification ici, hop, comme ça, automatiquement, ça va être réactualisé. Et donc ça, c'est parfait quand on code. Alors maintenant, en ce qui concerne la gestion des routes, là, il n'y a pas vraiment grand-chose, donc il faut le faire vraiment à la main avec des conditions. Donc dans l'absolu, il faudrait, si vous voulez vraiment faire un serveur ou faire du code côté serveur, hein, par exemple, du rendu côté HTML ou une REST API, il faudra plutôt utiliser un framework. Mais dans le cas, par exemple, de manière brute, on peut le faire, par exemple, avec des conditions. Donc là, au niveau de l'objet request, on peut accéder à la méthode. Donc là, j'ai pas de l'autocomplétion parce que hop, je suis en dehors de la fonction fetch. Donc là, je reviens. Je peux faire ici if request.method est égal. Donc là, j'ai du get, j'ai du post, ainsi de suite. Et que, par exemple, la méthode au niveau de request.url, la chose très intéressante ici, l'URL renvoie une chaîne de caractères. Donc là, si je commande ce code rapidement, et qu'on log request.url, donc on voit que l'URL qu'on récupère est une chaîne de caractères. Donc là, l'idée, ça serait vraiment de la parser. Donc on va le faire typiquement avec l'objet URL qui est disponible en JavaScript. Donc là, on fait un new URL, voilà, et on lui passe la request.url.
Voilà, et donc là, je récupère ma nouvelle URL. Voilà, et donc ensuite, je peux l'utiliser pour vérifier en fait le chemin. Donc là, je reviens comme ça, je retire le rec ici, et là, je peux utiliser le pathname. Je peux dire si le pathname, si une slash, tu feras une certaine logique. Et là, simplement, je retourne. Et là, si vous voulez retourner du JSON, donc au lieu de vous embêter à chaque fois à faire une new response, vous pouvez utiliser ce sucre syntaxique là en faisant simplement response.json, comme ça. Et là, vous passez l'objet que vous voulez, par exemple un message, on va dire home pour la page d'accueil. Et optionnellement, vous pouvez mettre en place des statuts codes. Là, ça ne sert à rien parce que automatiquement, il va renvoyer un statut code de 200, mais par exemple, dans le type d'insertion ou dans le cas d'un not found, ça serait intéressant. Donc, par exemple, ici, ça, c'est la réponse, disons, par défaut, si on ne matche pas ces routes-là. Donc, ce que je pourrais faire, c'est faire simplement un response.json. Je fais un message, par exemple, route not implemented. Et par défaut, si je le laisse comme ça, ce sera un 200. Je peux faire ici un statut, je dirais, c'est du 404. Voilà. Donc, on vérifie si ça fonctionne. Donc là, je suis sur l'URL racine et normalement, donc là, il me renvoie du JSON, c'est parfait. Hein. Et si je mets une URL bizarre, voilà, il me dit route not implemented. Et si on vérifie un tout petit peu le statut code ici, au niveau du réseau, je réactualise. Tac, on voit que c'est du 404, donc ça, c'est cool. Parfait. Donc, on va mettre une petite API REST avec SQLite. Donc, on va récupérer en fait un objet pour l'utiliser qui s'appelle database directement et qui vient de Bun SQLite. Pour créer une nouvelle base de données, vous faites un new database. Et là, par exemple, vous pouvez utiliser une base de données qui est en mémoire ou vous pouvez utiliser une base de données qui est un fichier. Donc, on va utiliser un fichier. Donc, on va l'appeler simplement db.sqlite. Et là, on peut lui passer un objet d'option. On lui dit create at true. Donc là, l'idée, c'est si le fichier n'existe pas, il va automatiquement le créer. Et je vais stocker ça dans une variable qui s'appelle db. Voilà. Et là, je me suis trompé, ça s'appelle SQLite. Voilà, très bien. Et on voit que là, le fichier a bien été créé. Et donc, celui-là, je vais le supprimer. Bon, rapidement, on va se créer une table à l'intérieur. Donc là, ce que je vais faire comme ça, une variable Q, donc un create table. On va l'appeler tasks. If not exist. Et à l'intérieur, donc on va donner, donc là, autant pour moi, j'aurais dû utiliser les backticks. Voilà, donc on va mettre un ID qui sera un integer, primary key, qui sera en auto increment. On aura un title, qui sera du texte simplement, qui sera obligatoire, donc not nul. Et on aura aussi une propriété done, qui sera un booléen. Donc ici, dans le cadre de SQLite, si je dis pas de bêtises, ça sera mappé en des 0 et des 1. Voilà. Et donc maintenant, si j'ai envie d'exécuter cette requête, c'est assez simple. Je peux faire un db.exec. Et je lui passe en fait la requête SQL. Voilà. Là, il me dit que j'ai une erreur de syntaxe. Et voilà. On va faire ça, if not exist, comme ça. Si on regarde un peu le fichier SQLite qui a été créé, donc maintenant, on a tasks ici. Et donc ça, c'est parfait. Nickel. Ensuite, donc je vais commenter la partie exec pour ne pas l'exécuter plusieurs fois. Et on s'imaginera ici au niveau de la partie, quand c'est à racine, renvoyer en fait toutes les tasks ou même faire comme ça, tasks. Voilà, donc là l'idée, on fait simplement, on se crée donc une requête SQL. Donc par exemple, get all. Simplement faire un select all from tasks. Et ensuite, là par exemple, je vais l'exécuter. Donc, je vais faire un dp.query. Je lui passe le getAll, ma requête SQL. Et ensuite, je lui dis de me récupérer tout. Et quand on utilise la méthode all, là, typiquement, ça va nous récupérer un tableau d'objets. Voilà. Et ensuite, là, on récupère et on aura tasks. Comme ça. Et ensuite, je retourne ça au format JSON. De cette façon. Donc là, pour tester,
Alors, on va utiliser un client REST, on va installer Thunder Client. Voilà, parfait. Et ensuite, donc, je vais faire une nouvelle requête. De mémoire, je suis sur le port 3000 ou 8800. De point 8080, pardon, /tasks. Voilà, je suis en get, j'envoie ça. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, parce que j'ai les deux slash. Voilà, et je vois que j'ai un tableau vide. Donc ça, c'est parfait. Donc on va se faire quelque chose en post. Donc là, pour envoyer de nouvelles tasks. Donc là, je fais un if request.method est égal à post, voilà. Et que l'URL, bon, ça va être la même chose, hein, typiquement. Voilà. Et là, donc, il nous faudra une nouvelle requête SQL. Donc là, je vais créer une variable. Je vais dire insert. Je vais utiliser un insert donc into tasks. Et entre parenthèses, donc, je récupère uniquement la colonne name, c'est celle qui m'intéresse. Et je dis values. Ici, de mémoire, pas besoin d'utiliser des guillemets. Et values ici, en fait, je peux utiliser cette syntaxe du dollar et ensuite, alors ici, pardon, c'est pas name, c'est title. Et là, je peux lui donner en fait un alias. Et comme ça, quand je vais injecter les valeurs, automatiquement, je peux utiliser cet alias-là ou ce label, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, pour mapper en fait les données. Voilà. Donc ensuite, donc ici, ce qu'on fait, simplement, on refait la même chose. Donc db.query et je passe la requête insert. Et ensuite, je fais un run et je vais la run en fait, avec un objet. Donc là, en plus, je vais utiliser $title, donc la valeur que j'ai donnée ici. Et puis pour récupérer la valeur, au niveau du requête, vous pouvez utiliser la request.json, comme ça. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est asynchrone, donc il faut mettre un wait. Et donc ce qui veut dire qu'il faudra préfixer ici avec un async. Alors, je présume. Bon, on va essayer sans préfixer. On va voir si ça fonctionne. Et là, typiquement, je vais récupérer les datas. Et on va typer les datas là pour dire que c'est pour dire que c'est des tasks. D'accord? On va mettre simplement comme ça. On va l'appeler task. Et on va se créer un petit type là, ou une interface, peu importe. Je vais faire type task. Et je vais lui dire qu'on a un ID qui sera donc de type number. On aura un title qui sera de type string et la propriété done qui sera donc un boolean. Et donc ici, vu que j'ai pas besoin de récupérer le type l'ID, pardon, je vais dire simplement que c'est un partial, hein, une partie de task. Donc ça prend un générique, donc ça c'est bien. Et ensuite pour la partie title, je vais lui dire que c'est task.title. Voilà, on va un petit peu forcer les choses comme ça. Oui, et là, dans le cas du wait, il nous demande de faire un async, donc on va le faire. Parfait. Et ensuite, on aura besoin aussi de la propriété done. Donc, ce que je vais faire ici, au niveau de ma requête, je vais récupérer title ainsi que done. Et pour done, je vais là aussi lui donner un label qui sera $done. Donc ici, je vais mettre une virgule, $done, et on va mettre ici, ce sera task.done avec un point d'interrogation pour forcer le compilateur. Voilà, et ensuite, donc, on a fini, donc on renvoie exactement la même chose, donc réponse.json, et on va renvoyer en JSON donc un petit message comme ça pour dire que added task. Et ensuite, on finit, rajouter un header, un statut, pardon, et on va mettre un 201. Voilà, donc on va essayer d'exécuter cette implémentation. Donc je passe en post. Pour la partie JSON, là, donc on va se créer un objet JSON. Donc on va mettre le title, c'est pas moi, HTML. Et done, on va dire que c'est à true, hein, comme ça, entre guillemets. Voilà, et on exécute. Qu'est-ce qui se passe? On nous dit added task. Maintenant, si je reconsulte en get, qu'est-ce que j'ai? Voilà, je vois que je récupère tout ça
parfaitement. Juste dans le cas du SQLite, voilà, ça renvoie 1 quand c'est true et, et 0 quand c'est false, donc il faudra peut-être faire des transformations. Mais on voit que ça fonctionne. On va rajouter une autre task, hein. CSS. Voilà. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Après, si vous voulez, vous pouvez rajouter la partie pour récupérer un enregistrement de manière unique. Là, typiquement, vous pouvez faire ça. Vous faites id égale à quelque chose. Après, vous parsez ça avec la partie search param au niveau de l'URL. Vous récupérez l'ID, ensuite vous le transformez, vous le convertissez en un nombre et ensuite vous faites votre requête SQL. Mais grosso modo, voilà ce que j'avais à vous dire au niveau de Bunch. Je trouve que les premières impressions sont assez bonnes, hein. Ce qui est intéressant, c'est la rapidité d'exécution. Donc ça, j'ai bien aimé. Donc on va essayer de voir ce que ça donne dans le futur et j'espère que ça sera un outil qui sera adopté par la communauté JavaScript. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.